va maintenant passer à un échange à 3 voix. Nos intervenantes suivantes vont nous parler du programme PRODAS. Alors, vous connaissez peut-être en région PACA, c'est un programme de développement affectif et social qui est issu d'un programme québécois et qui est mis en œuvre en France par le planning familial, notamment le planning familial des Bouches-du-Rhône depuis 2005. Et ce programme se déroule en milieu scolaire. Alors, il est essentiellement conduit en école élémentaire depuis son démarrage, mais depuis 2018, il est expérimenté au sein de 2 lycées professionnels de la région. Et du coup, je laisse la parole à Madame Martine Pascal. Donc, Madame Pascal, je crois que vous êtes avec nous. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale au sein du service sciences biologiques et sciences sociales appliquées de l'Académie d'Aix-Marseille. Et vous interviendrez avec Mesdames Hourida Smaïl, qui est professeure en sciences et techniques médico-sociales au lycée professionnel René Char à Avignon, et puis Elisa, élève de la classe de terminale du bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne, qu'on remercie particulièrement d'être présente avec sa professeure. Mesdames, je vous laisse la parole. Madame Pascal, c'est vous qui démarrez ? Oui, bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs d'avoir invité l'Éducation nationale et de permettre de porter le témoignage du PRODAS en lycée professionnel, puisque c'est une expérimentation. Le PRODAS a été très développé en lycée professionnel dans l'Académie de Montpellier et il n'était pas dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et donc, on avait sollicité en effet Monsieur Lemeur, que je remercie, pour la mise en place du PRODAS et l'expérimentation. Alors, ce que je vais faire, c'est faire le lien un peu avec ce qui a été dit ce matin pour parler du cheminement des équipes pédagogiques de la filière professionnelle sanitaire et sociale au sein de notre académie. Et le titre montre bien, en effet, notre cheminement. Nous sommes passés des neurosciences cognitives aux neurosciences affectives, alors sans oublier non plus ni les unes ni les autres. Pourquoi cette expérimentation a démarré et cette réflexion a démarré? C'est parce que je pilote donc les professeurs de cette filière professionnelle sanitaire et sociale avec 2 diplômes, notamment le bac pro accompagnement soins et services à la personne et puis aussi le CAP accompagnant éducatif petite enfance que nous avons à la fois dans nos lycées professionnels publics et privés sous contrat. Je dois préciser aussi que je suis entourée qui ont des formations scientifiques, tous. Les professeurs qui sont des PLP sciences et techniques médico-sociales sont quelquefois des infirmiers, des sages-femmes. Je peux avoir aussi des éducateurs de jeunes enfants. Et j'ai des professeurs de biotechnologie, santé, environnement, donc qui ont tous, au cours de leurs études aussi, appréhendé le fonctionnement du cerveau, donc ce qui a été un bon point de départ pour notre travail. Le ton de présentation que je vous propose, c'est la genèse de notre réflexion en académie, pourquoi les neurosciences en éducation, et puis donc je vous présenterai très rapidement le module neurosciences qui a été enseigné aux élèves, les premiers effets que nous avons constatés et une présentation rapide du PRODAS, puisque je laisserai la parole à Hourida Smaïl et à Elisa, son élève. On avait commencé à travailler sur les cartes heuristiques pour les cartes mentales en LP, puisqu'on s'était aperçu que les élèves avaient des difficultés à apprendre leurs leçons, à structurer leurs pensées. Et donc, pendant 2 ans, un petit groupe de professeurs a travaillé avec les élèves sur mettre sous forme de cartes les savoirs qu'ils avaient acquis au niveau du lycée. Donc, on s'est rendu compte que ce travail avait permis aux élèves d'apprendre différemment, de reprendre confiance en eux et de réussir. Et d'ailleurs, cette expérimentation, nous l'avons présentée aux Journées de l'innovation de l'éducation nationale en 2013, parmi 50 autres présentations. À cette occasion, on a eu la chance d'échanger avec d'autres équipes pédagogiques et de rencontrer la chercheuse Pascale Toscani, qui est en neurosciences à Angers, avec laquelle nous avons en effet beaucoup échangé, et a commencé notre réflexion sur les neurosciences. Nous avons, en 2013-2014, commencé le travail sur les intelligences multiples,
ou ce qu'on appelle aussi les habiletés multiples. Et nous avons là toujours expérimenté, recherché. Alors, je dois dire qu'on a fait tout ça en autodidacte, les professeurs lisant, regardant des vidéos, se documentant, moi aussi de mon côté, et nous avons cheminé pour essayer de monter des séances pédagogiques pour permettre aux élèves, en fonction de leurs habiletés multiples, d'avoir accès à des stratégies pédagogiques qui étaient différentes et qui leur correspondaient mieux pour pouvoir réussir. En 2014-2015, et même un peu plus tard, puisque là on continue toujours, on a commencé à monter des modules pour les élèves qui s'appellent Apprendre à apprendre et à penser avec les neurosciences. L'objectif était de former les élèves au fonctionnement de leur cerveau. Alors, pourquoi les neurosciences en éducation? Bon, ce matin, on en a pas mal parlé, et c'est vrai que je vais commencer par une boutade, un constat, c'est-à-dire que les professeurs, souvent, connaissent mieux le fonctionnement de leur voiture ou de leur ordinateur que de leur cerveau. Mais cette boutade, elle vaut aussi pour les élèves. On n'apprend pas à l'école aux élèves comment fonctionne leur cerveau, comment il faut faire pour mémoriser, comment je fais pour apprendre ma leçon. Donc, nous nous sommes formés donc, sur la plasticité cérébrale, mais comme je l'ai dit, beaucoup de professeurs ont une formation scientifique et connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau. Nous avons donc approfondi aussi toutes nos connaissances sur les apprentissages. Et pour cela, nous avons pris appui à la fois sur les travaux de Pascal Toscani, sur les travaux de Stanislas Dehaene et aussi sur les travaux de Catherine Guéguen pour faire évoluer les représentations aussi des enseignants sur l'intelligence supposée des élèves. Pour cette expérimentation, il a été laissé une grande liberté pédagogique, puisqu'on était vraiment dans l'expérimentation, comment on peut faire pour former les élèves. Alors, nous avons formulé la problématique suivante. En quoi permettre à l'élève de mieux connaître son fonctionnement cognitif et émotionnel lui permet de mieux apprendre et de créer ses propres outils d'apprentissage? C'est la question que nous nous sommes posée. Et l'objectif qui est centré sur l'élève était le suivant. L'élève sera capable d'appréhender le fonctionnement de son cerveau, cognitif, émotionnel, pour améliorer ses apprentissages. Sachant que j'ai à peu près 23-24 établissements, lycées professionnels qui ont ces sections, Bac Pro accompagnement, soins et services à la personne et CAP accompagnement éducatif petite enfance et diplôme d'état d'aide-soignant, l'expérimentation a concerné 370 élèves, 21 professeurs de 12 lycées professionnels. Donc, ça a été quand même d'envergure et ça a pu permettre aussi un recueil de données et des échanges. Pour cela, dans notre protocole que nous avions monté, nous avons d'abord communiqué aux parents en leur disant, voilà, c'est nouveau, on leur a fait un courrier, vos enfants vont être formés au fonctionnement de leur cerveau, et on vous invite aussi à communiquer le plus possible avec les professeurs si vous avez des questions. Dans un premier temps aussi, on a mesuré les croyances de l'élève par rapport à son savoir, par rapport à son travail scolaire, puisqu'on a quand même beaucoup d'élèves qui sont orientés en lycée professionnel parce qu'on leur dit au collège « tu ne seras pas capable de faire d'études longues, donc tu vas au lycée professionnel ». Alors, c'est un petit peu moins valable sur la filière sanitaire et sociale parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves qui font ce choix des métiers de l'accompagnement à la personne. Et nous avons choisi un certain nombre aussi d'indicateurs, mais je ne les développerai pas, ça prendrait trop de temps. Donc, nous avons conçu un module de 7 séances de 2 heures, 14 heures, qui a été fait soit dans le cadre d'horaires qu'on appelle accompagnement personnalisé ou pendant les cours d'enseignement professionnel. Pourquoi pendant les cours d'enseignement professionnel? C'est parce que les élèves ont souvent 10 voire 13 heures de cours d'enseignement professionnel par semaine et qu'on peut tout à fait prendre du temps pour former les élèves au fonctionnement cognitif et émotionnel.
Et puis, à la fin, nous avons mesuré les croyances de l'élève par rapport à son savoir, par rapport au travail scolaire. On a analysé les indicateurs et on a fait des mesures de progrès scolaire. Les modules, je vous les présente puisque, bon, je pense que c'est important que vous ayez une idée du contenu. Alors, ces modules étaient faits de façon ludique. On avait voulu aussi casser les codes des cours. Il y avait quand même beaucoup de vidéos, de jeux, d'expérimentations. Le premier module, représentation de l'intelligence et plasticité cérébrale, en montrant notamment des exemples de personnes célèbres qui étaient dyslexiques, qui avaient quitté l'école très tôt et qui avaient eu des carrières politiques ou scientifiques assez brillantes, avec l'effet qu'on voulait, revalorisation de la confiance et de l'estime de soi. Un module sur les intelligences multiples ou habiletés multiples, pour aussi les revaloriser au niveau de l'estime de soi et leur donner envie d'apprendre. Et donc, que chaque élève mettait en évidence avec des tests le fait qu'ils avaient au moins 3 intelligences sur lesquelles ils s'appuyaient déjà dans leur vie, mais l'objectif était aussi qu'ils développent d'autres intelligences multiples. Ensuite, les besoins du cerveau pour apprendre, les besoins de dormir, de manger sainement, de faire de l'activité physique, avec pour effet donc le respect de ses besoins. Stress et apprentissage, où on a monté des séances où on mettait les élèves en situation de stress et on recueillait aussi leur ressenti par rapport au stress vécu et comment on pouvait gérer ce stress, donc avec des techniques soit de respiration ou d'autres techniques. On enseigne pas mal la cohérence cardiaque qui permet aux élèves en effet de faire retomber le stress ou l'énervement. Un module sur la concentration et la mémoire, avec pour effet donc l'utilisation d'outils, l'envie d'apprendre, comment j'apprends ma leçon, quelles sont les techniques que je mets en place. Un module sur les émotions et l'apprentissage pour gérer ses émotions, puisqu'on sait bien que c'est un facteur favorisant ou alors bloquant sur les apprentissages. Et puis, on a terminé par un module sur la motivation, avec pour effet attendu l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, d'après les théories de Bandura. Notre intention finale, c'était d'amener l'élève vers le plaisir d'apprendre. On a quand même des élèves, des fois, qui ont un petit peu de difficulté à trouver ce plaisir d'apprendre. Et là, j'ai repris le système de récompense de Michel Habib, qui est neurologue, c'est-à-dire que l'élève va découvrir une notion, il va la manipuler intellectuellement, il va la comprendre, et puis, une fois qu'il l'a compris, il va éprouver du plaisir à comprendre cette notion et il va répéter cette action. Alors, on le voit aussi bien chez les petits-enfants qui utilisent régulièrement des plateaux Montessori et qui refont les activités plusieurs fois. Et là, donc, aussi l'élève répète l'action et il va devenir expert. Alors, les effets constatés. Côté élève, ce qu'on a pu mesurer dans les différentes classes et auprès des 370 élèves qui ont participé à l'expérimentation. Alors, je n'ai pas cité les établissements, mais il y en avait dans le 04, le 05, le 13 et le 84. Un gain de confiance en soi, de l'estime de soi et de l'estime de l'autre. Une souffrance de l'apprentissage qui est entendue par le professeur. Alors ça nous a fait aussi pas mal réagir. En effet, il y a de la difficulté et souvent le professeur ne l'entend pas. Et là, après ces modules, les élèves nous ont dit que le professeur était plus à l'écoute de leurs difficultés. Un intérêt soutenu, une envie et un plaisir d'apprendre qui était vraiment notre objectif premier, c'est-à-dire que les élèves viennent à l'école par plaisir plutôt que par contrainte, des meilleurs résultats scolaires, une diminution du décrochage scolaire, une capacité à verbaliser ses stratégies d'apprentissage, une capacité à choisir des outils pédagogiques, une meilleure appréciation de ses capacités. Côté professeur, voici les effets constatés. Un maintien de la relation de confiance avec les élèves. Une diminution du sentiment d'impuissance face à l'échec scolaire. C'est vrai que quelquefois,
les professeurs se disaient, mais on ne sait pas par quel bout on va commencer pour intéresser cet élève, pour le motiver. Le plaisir d'enseigner, du dynamisme et de l'audace. Et je dirais à ce propos qu'il y a très, très peu de recherches sur le plaisir d'enseigner. On est beaucoup sur la difficulté, mais le plaisir en France, on ne s'en occupe pas trop. Le sentiment aussi de valorisation de ses propres pratiques, donc ça a conforté les professeurs, ils ont besoin aussi de réassurance. Une modification du regard porté sur l'élève en tant qu'individu, une analyse des stratégies d'apprentissage des élèves, des outils plus diversifiés, une analyse de sa pratique d'enseignement et donc un repositionnement de la part du professeur et une meilleure connaissance de son fonctionnement cognitif. On va terminer par les parents. Alors, côté parents, puisqu'on les a interrogés aussi, donc de l'intérêt pour cette expérimentation et pour ces modules d'enseignement de neurosciences, un questionnement aussi des questions, et puis finalement une augmentation de la confiance qui a été donnée aux professeurs. En dernière diapositive, voilà, après cette expérimentation sur les neurosciences qui continue, puisque dans l'académie, nous avons on va dire une quarantaine de formateurs sur les neurosciences, aussi bien dans le premier degré avec ma collègue Isabelle Ross, qui est IEN, inspectrice de l'éducation nationale premier degré, et moi-même, nous avons des formateurs qui interviennent dans les écoles, les collèges et les lycées. En ce qui concerne nos filières professionnelles, les professeurs ont fait remonter en 2018 un comportement inadapté des élèves au lycée professionnel dans les lieux de stage, et notamment dans nos deux filières. Alors, ces comportements inadaptés pouvaient s'expliquer par à la fois des carences éducatives des familles, par l'affectation d'élèves dans ces sections par un processus informatique qui ne prend pas du tout en compte leurs compétences psychosociales, et puis par des représentations des élèves et des enseignants de collège sur les métiers de l'aide à l'accompagnement. Donc, j'ai proposé à des équipes, en effet, de suivre les formations PRODAS. Je suis allée rencontrer donc le planning familial du 13 que je remercie et le planning familial du 84 que je remercie pour mettre en place des formations d'enseignants. Et nous avons commencé donc en 2018-19 avec les classes de seconde. Et nous poursuivons encore maintenant avec les classes de terminale, bac pro, accompagnement, soins et services à la personne. Donc au sein de deux lycées professionnels, le lycée Lavis, puisqu'il avait ses formations et parce qu'il est dans les quartiers nord de Marseille, et le lycée René Char à Avignon. Et on sait qu'Avignon est une ville aussi où il y a beaucoup de paupérisation. Voilà pour cette présentation et je vais passer la parole peut-être à Ourida Smaïl. On fera les questions, je pense, après. Merci tout le monde pour l'attention que vous avez accordée à notre présentation. Et je présente Elisa Rank, une élève de terminale accompagnement sur les services à la personne, ici au lycée René Char. Bonjour. Donc on est parti d'un constat. C'est le constat de la CEP, donc section d'enseignement professionnel au lycée René Char. On est parti des élèves de seconde, de bac professionnel, accompagnement sur les services à la personne, qui proviennent pour la majorité des quartiers donc sensibles d'Avignon et les alentours, comme l'a précisé Madame Pascal. On avait constaté, pour ceux qui rentraient, donc les entrants de cycle, qu'il y avait des comportements qui ne répondaient pas toujours aux postures, tant sur le verbal que sur le physique, du professionnel qui était attendu dans les sections d'aide à la personne. On avait même parfois une violence verbale qui était exprimée. Donc on a décidé de mettre en place le PRODAS en 2018 pour la classe de seconde, bac pro, accompagnement sur les services à la personne, pour des classes réduites de 12 élèves qui étaient encadrés par le planning familial 84. Alors qu'est-ce que c'est que le PRODAS ? Donc le PRODAS, c'est un programme québécois de prévention précoce qui vise à favoriser le bien-être et prévenir les violences en développant des compétences psychosociales, comme vous avez déjà parlé, si mes souvenirs sont bons, c'est Monsieur Murciano, c'est ça ? Oui. Voilà, qui a parlé justement des compétences psychosociales. Il a été adapté au contexte de l'éducation nationale dès 2004. On avait deux objectifs qui étaient visés. Un objectif pour les élèves, donc développer ces compétences psychosociales en favorisant le bien-être, l'autonomie et le vivre ensemble,
en prévenant aussi les comportements violents. C'est une méthodologie éducative et préventive basée sur l'expression des ressentis, essentiellement. Le PRODAS est conçu pour aider les jeunes à se comprendre et à se respecter eux-mêmes pour ensuite comprendre et respecter les autres. Donc il y a vraiment ce travail d'introspection personnelle avant de pouvoir le faire sur les autres. Pour les enseignants, il y avait cette visée pour avoir une méthodologie en utilisant des outils pour faire travailler l'estime de soi, avec la conscience de soi, la réalisation de soi et les interactions sociales. Donc la formation des enseignants. Alors on a été formé, bien évidemment, par le PRODAS, le planning familial 84, sur des séances, plusieurs séances collectives. Il y avait un groupe de professeurs, d'une quinzaine de professeurs qui ont participé justement à cette formation. Et l'objectif était de développer une autonomie dans l'animation de ces séances qu'on aura à faire avec les élèves en utilisant des outils spécifiques. Cette formation nous a permis de développer plusieurs points, de préciser d'abord notre rôle et les fonctions en tant qu'animateur dans la prise de parole au sein d'un groupe élève. Quand on fait du PRODAS, il faut avoir un certain recul et savoir avoir un rôle bien défini. De développer la technique de l'écoute bienveillante. Savoir comment adopter une posture, je dirais une attitude d'écoute favorable au développement des compétences psychosociales. Et enfin, comment favoriser l'accueil et gérer l'expression des émotions dans un contexte collectif. Ce qui n'était pas chose facile si on n'était pas formé. Les premières interventions du PRODAS au sein de nos classes, elles se sont faites généralement en binôme. Alors le professeur, à chaque fois, était accompagné d'un intervenant du planning familial 84. On avait Jérémy et Alexandra, si je peux les citer et les remercier. Et ce qui a permis, en fait, pour nous, surtout, de minimiser notre appréhension d'animateur en tant qu'animateur PRODAS. Donc, pour animer ces formations, on a utilisé des outils. Donc, je vais vous présenter un petit panel d'outils qu'on a pu utiliser, puisqu'on est sur du pratico-pratique. Donc, on a utilisé des photos. Alors, comme vous pouvez voir sur la diapositive, elles sont assez variées. Les élèves étaient amenés à choisir une photo qui les caractérisait au travers de cette photo, et ils devaient s'exprimer au travers de cette photo, sans aucun jugement qui devait être fait au cours de cette présentation, ni commentaire. Là, c'était l'objectif principal, et c'était la règle qu'il fallait respecter. On a utilisé aussi, diapo suivante, des émoticônes cartonnés. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la fameuse émoticône qu'on avait. Alors, pour ça, on a d'entrée de classe, c'est-à-dire quand les élèves rentraient, ils s'asseyaient, etc., s'installaient, et ils choisissaient une émoticône qui caractérisait leur état émotionnel. Alors, ça avait deux fonctions. L'élève était amené à identifier son état émotionnel quand il rentrait dans la classe. Et pour nous, en tant que professeurs, on savait en fait dans quel état émotionnel l'ambiance de la classe face au travail. Donc ça avait aussi un intérêt pour nous de savoir si l'élève était préparé ou présent et qu'il n'était pas dans une colère ou dans un sentiment négatif pour appréhender les savoirs qu'il allait avoir. Donc, une fois qu'on avait identifié plus ou moins leurs états, on pouvait donner la parole. Alors je dis on pouvait, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qu'on faisait, automatiquement. C'est-à-dire que l'élève pouvait prendre la parole en verbalisant pourquoi il était dans cet état émotionnel. Alors c'est basé sur du bénévolat. On ne forçait pas les jeunes à prendre la parole. Et le professeur d'eux-mêmes faisait aussi son état émotionnel en disant aujourd'hui je suis très bien, aujourd'hui je suis pas bien parce que j'ai ma voiture qui n'a pas voulu démarrer. Enfin voilà, on osait exprimer auprès de nos élèves dans quel état émotionnel on se trouvait nous aussi pour appréhender les cours. Donc ça c'est quelque chose qui était nouveau pour eux et nouveau pour nous. Et d'ailleurs, ce qui est ressorti, c'est que les élèves nous ont dit c'est la première fois qu'on nous demande comment on va et qu'on puisse s'exprimer dessus. Donc ça mettait une ambiance plutôt positive, moi je pense. On a eu aussi expérimenté la mise secret. Alors qu'est-ce que c'est que la mise secret? La mise secret, c'est un jeu qu'on a mis en place soit sur une journée, soit sur plusieurs jours. Alors, on organisait ça avec les professeurs qui étaient formés au PRODAS, bien évidemment. Donc, le professeur, le lundi matin, portait une urne. Les élèves avaient des petits papiers, inscrivaient leur prénom là-dessus. Et une fois qu'ils avaient inscrit, on pliait leurs papiers de façon rigoureuse, pour pas qu'ils soient reconnus. Et on redistribuait, chacun repiochait dans le carton, dans l'urne, un prénom d'un de ses camarades.
l'objectif de ce jeu était que tout au long de la journée ou tout au long de la semaine, il devait prêter des attentions positives à son ami secret qu'il avait tiré au sort. Et le but du jeu, c'était de deviner qui était son ami secret. Donc, une fois qu'on arrivait au terme, soit de la journée, soit en fin de semaine, les élèves devaient nous dire qui était son ami secret et qui ne l'était pas. Donc, et là, on les faisait travailler sur leurs émotions, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ressenti quand ta copine ou ton collègue t'a fait des compliments, etc. Et on faisait travailler aussi celui qui faisait cette attention particulière. Et on voit que certains ont même, je dirais, émis en fait une nouveauté pour eux. Ils se sentaient pas capables de pouvoir faire des choses positives. Et c'est là qu'ils prennent conscience en fait que faire des choses positives, ça peut être bien de les recevoir, mais aussi de les donner. Donc on travaille cette émotion-là. En dernier lieu, je peux vous présenter le cercle de parole. Alors, le cercle de parole, on l'a un peu modifié. Il s'appelle en réalité parce que c'est aussi une expérimentation qui était beaucoup menée dans les écoles maternelles, les écoles primaires et collèges. Ça s'appelle le cercle de magique. Donc, pour pas que ce soit trop infantilisant au niveau de nos élèves adolescents, on a préféré appeler ça le cercle de parole. Alors, le cercle de parole, c'est tous les élèves de la classe, donc un groupe, se mettent en cercle. Donc, ça permettait de tous se voir. Et là, on émettait un sujet qui est très positif. Qu'est-ce qui m'a rendu fière, par exemple, aujourd'hui. Et chacun devait exprimer ce qu'il a fait et non sur les faits. C'est ce qu'il a vraiment ressenti. Donc, on fait vraiment ce travail intérieur de son émotion, de ce qui a été positif. Et ça permettait de donner la parole surtout à ceux qu'on n'entend jamais en classe. Voilà. Chacun prend sa parole. Et dans ce cercle, on ne coupe pas la parole. Celui qui a la parole, je dirais le bâton de parole en quelque sorte, pouvait s'exprimer, les autres devaient écouter. Donc on apprend par ce jeu à écouter l'autre, à faire attention à ce qu'il a dit, et l'autre de pouvoir s'exprimer librement. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils ont appris aussi, parce que bien souvent, ils ont tendance à couper la parole et pas franchement écouter ce que l'autre a dit. Alors, la diapo suivante. Alors, voilà pour le panel d'exercices qu'on a pu faire. Donc, on a eu une méthodologie, bien sûr. Les interventions, elles se sont faites généralement pour une durée de 45 minutes, 50 minutes. Donc, c'est 1 heure à peu près, pas plus, parce que sinon, après, c'est trop, émotionnellement, c'est trop difficile. Et on les a positionnés essentiellement avant la pause déjeuner ou en fin de journée, tout simplement pour favoriser quelque part un sas de décompression. Il y a eu une fois où on était dans l'obligation de le faire juste avant un cours, et le professeur qui a accueilli la classe s'est retrouvé à faire encore du PRODAS parce qu'ils étaient encore dans la décharge émotionnelle. Et ça, on a dit, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on positionne ces séances de PRODAS soit avant la pause déjeuner pour qu'ils déchargent. Voilà, en déjeunant, c'est un sas de décompression, soit en fin de journée. L'objectif pour nous du PRODAS, c'était d'exprimer ses sentiments, mieux se connaître soi-même et les autres, et ainsi favoriser la dynamique du groupe par le partage des émotions, développer l'empathie du travail, de l'écoute surtout et de la communication, et développer la capacité à tirer des connaissances de l'expérience de la vie. Les séances ont obligé les élèves à apprendre la parole dans un groupe, à exprimer ses propos de manière compréhensible, à enrichir sa syntaxe et son vocabulaire. Mais aussi, il s'agissait aussi d'apprendre à respecter les règles, parce que c'est très cadré, à savoir écouter et communiquer, faire valoir son point de vue, savoir reconnaître, nommer et gérer ses émotions, et de respecter les autres, tout en essayant de résoudre pacifiquement, je dirais, des conflits. Je vais passer sur le bilan que j'ai pu avoir. Alors, vous avez compris que pour moi, c'était très positif ce PRODAS et je continue à le faire. Mais j'ai essayé de récolter aussi des informations auprès de mes collègues du lycée René Char. Ce qui en est ressorti, c'est que l'action du PRODAS mis en place au sein des classes était très constructive et enrichissante. Elle a révélé l'importance des émotions dans l'apprentissage et le comportement des élèves au sein du groupe classe. Les enseignants, pour beaucoup, ont dit que les élèves les voyaient autrement que des enseignants, donc on les voyait différemment. Et ils ont pu aussi expérimenter
les différents outils. Ce qu'il en ressort pour eux, la plupart, c'est ce qu'ils aiment, c'était le cercle de parole et l'ami secret. Enfin, je dirais que, donc la diapo suivante, l'objectif était également de renforcer l'estime de soi et grâce à la parole, l'écoute. Les séances de cours avec les élèves se sont améliorées sur leur image aussi, leur a donné plus d'assurance. Les élèves ont développé plus de bienveillance et d'écoute envers les autres. Et on a remarqué, pour beaucoup en tout cas, une amélioration en stage. Voilà. Donc on peut dire que grâce au PRODAS, il y a eu une nette amélioration de l'ambiance de classe et il y a plus de dialogue et de concessions surtout. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Elisa. Alors pour ma part, le PRODAS, il m'a appris à identifier mes émotions. Par exemple, avec les émoticônes, si je me sentais en colère ou quoi que ce soit, je pouvais le faire comprendre aux élèves qui étaient dans ma classe et à mes professeurs. Puis j'ai appris à contrôler mes émotions. J'ai appris aussi à prendre la parole au sein de ma classe et dans la vie quotidienne. Par exemple, pendant les premiers cercles de parole, je n'osais pas du tout parler, je passais mon tour. Et puis au fur et à mesure, en écoutant les autres témoigner, j'ai pu parler sans avoir honte, et même si j'ai encore quelques problèmes sur ce point-là. Ah oui, j'avais une classe difficile avec des élèves avec des caractères forts, et grâce au PRODAS, ils ont pu adapter leur comportement vis-à-vis des autres et de la situation, ne pas blesser les autres, etc. Plus tard, je souhaite devenir infirmière. Donc, face à une situation où, par exemple, le patient est agressif, je saurai comment réagir, j'identifierai mes émotions, j'analyserai la situation et je prendrai du recul. Je serai plus à l'écoute, ce qui me permettra de bien prendre mon patient en charge et de ne pas causer de conflit. Voilà, merci pour votre attention. Pour ce qui est de l'évaluation, on n'a pas encore fait l'évaluation puisqu'on est parti de la seconde et on va jusqu'à la terminale pour voir l'impact en fait de ce programme sur du long terme. Étant donné que si on fait, je pense, et c'est ce qu'on a, par réflexion qu'on a eue avec les deux intervenants du PRODAS, aussi bien Alexandra que j'oublie son, excusez-moi, Jérémy, pardon, merci. Si on fait sur quelque chose de que sur une année suffisant pour évaluer en fait l'impact du PRODAS sur l'état émotionnel et le changement de comportement. Parce que ce qu'il fallait, c'était évaluer ce changement de comportement. C'est ce qui va identifier que l'impact du PRODAS en fait. Donc là, on doit travailler malheureusement avec la Covid. Tout est bousculé et on a dû arrêter entre l'année dernière et cette année. On rencontre Jérémy et Alexandra la semaine prochaine pour pouvoir continuer et faire cette évaluation. C'est des questionnaires qui devraient normalement être faits. Bien sûr, nous, on voit cet effet positif sur nos élèves puisqu'il y a un changement dans le comportement. Et ça se voit voilà, juste en observant nos élèves. Et on est très proche d'eux parce que on passe, comme disait Madame Pascal, 9 heures, voire 10 heures dans la semaine avec eux. Et on peut le voir même avec les retours qu'on a des professionnels. Donc ça, déjà, on peut dire que c'est un point positif. Néanmoins, il va falloir, oui, évaluer de façon très pragmatique par un questionnaire pour pouvoir donner, je dirais, un bilan réel de l'impact de ce PRODAS.